En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, 4 astronautes se trouvent plus loin de la Terre qu'aucun être humain ne l'a été depuis plus de 50 ans. Le 1er avril 2026, la mission Artemis II de la NASA a décollé du centre spatial Kennedy en Floride, emportant à son bord le commandant Reid Wiseman, le pilote Victor Glover, la spécialiste de mission Christina Koch et l'astronaute canadien Jeremy Hansen à bord du vaisseau spatial Orion qu'ils ont baptisé Integrity. Ils effectuent une boucle autour de la Lune pour un voyage de 10 jours, une entreprise qui n'a pas été tentée depuis la fin du programme Apollo en 1972, et cela seul constituerait un événement majeur. Mais ce qui rend ce moment véritablement extraordinaire, c'est ce que la NASA a annoncé une semaine seulement avant ce lancement. Ils ont abandonné la station spatiale Lunar Gateway. Ils ont annulé les améliorations des fusées de nouvelle génération et ont redirigé plus de 20 milliards de dollars vers un objectif unique, la construction d'une base permanente à la surface de la Lune. Examinons en détail comment la NASA compte s'y prendre, car l'ampleur de ce qu'ils tentent est sans précédent dans l'histoire de l'exploration spatiale. Le programme Artemis n'a pas commencé là. Il a en fait débuté avec un vol d'essai en novembre 2022, lorsque Artemis 1 a envoyé une capsule Orion sans équipage pour une boucle de 25 jours autour de la Lune. Le vaisseau spatial a parcouru 2-3 millions de kilomètres, plus loin que tout autre véhicule conçu pour transporter des êtres humains. Et la mission a fonctionné, en grande partie, car lorsque Orion est revenu en hurlant à travers l'atmosphère terrestre, les ingénieurs ont découvert quelque chose de troublant. Le bouclier thermique AFCOT, la barrière entre la cabine de l'équipage et les températures d'environ 2700 degrés Celsius de la rentrée, s'était érodé en plus de 100 endroits. Des morceaux de matériaux carbonisés s'étaient détachés d'une manière que personne n'avait prédite. Cette découverte a provoqué une onde de choc à travers tout le programme. Soudain, chaque future mission devait prendre en compte un bouclier thermique qui pourrait ne pas se comporter comme prévu. Et au lieu de remplacer entièrement le bouclier, la NASA a choisi une solution différente pour Artemis II. Ils ont déclaré avoir modifié l'angle de rentrée pour une descente plus raide, abandonnant la manœuvre de rebond qu'Artemis 1 avait utilisée. C'était un pari calculé. Et jusqu'à présent, il semble porter ses fruits. Mais le bouclier thermique n'était pas le seul problème à ralentir les choses. La mission habitée que nous observons actuellement était initialement censée être lancée en 2023. Elle a été repoussée à fin 2024, puis à septembre 2025, puis à février 2026, avant de finalement décoller le 1er avril. 3 années de retard, dues à des défis techniques, des batailles budgétaires et la complexité inhérente à l'envoi d'êtres humains dans l'espace lointain. Et c'est là que l'histoire prend sa plus grande tournure. Pendant que ces retards s'accumulaient, la direction de la NASA repensait discrètement toute l'architecture du programme Artemis. Le 27 février 2026, ils l'ont officialisé. Artemis 3, initialement prévu comme le retour triomphal de l'humanité à la surface lunaire, a été entièrement repensée. Elle ne serait plus une mission d'atterrissage. Au lieu de cela, Artemis 3 devient un vol d'essai en orbite terrestre, où la capsule Orion s'entraîne à s'amarrer avec des atterrisseurs lunaires commerciaux de SpaceX et Blue Origin. Considérez cela comme une répétition générale avant la véritable performance. Cela signifie que le premier atterrissage historique appartient désormais à Artemis 4, actuellement prévu pour mai 2028. 4 astronautes seront lancés à bord de la fusée SLS. 2 d'entre eux seront transférés vers un atterrisseur commercial. Et pour la première fois depuis que Gene Cernan est remonté dans son module lunaire le 14 décembre 1972, des bottes humaines toucheront la surface de la Lune. Moins d'un mois avant le lancement d'Artemis 2, la NASA a fait une annonce encore plus importante le 24 mars. L'administrateur Jared Isaacman a révélé que le Lunar Gateway, la petite station spatiale destinée à orbiter autour de la Lune comme un point de passage entre la Terre et sa surface, était mise en pause indéfiniment. Les milliards déjà dépensés pour ces modules n'ont pas été perdus. L'élément de puissance et de propulsion est réaffecté à un essai de propulsion nucléaire en direction de Mars. Mais le Gateway lui-même, en tant que projet, est mis de côté si l'on peut dire. À sa place, la NASA s'est engagée dans quelque chose de bien plus ambitieux. Une base permanente habitée sur la surface lunaire. Ils ont alloué un budget de 20 à 30 milliards de dollars sur la prochaine décennie pour concrétiser ce projet, qui construit réellement les véhicules qui feront atterrir les astronautes sur la Lune. C'est là que cela devient vraiment intéressant, car la NASA a essentiellement créé une compétition entre 2 des plus grands noms de l'exploration spatiale. SpaceX a remporté le premier contrat de système d'atterrissage humain en avril 2020 et un d'une valeur de 4,29 milliards de dollars, étendu par la suite à environ 3 milliards de dollars. Leur atterrisseur est une version spécialisée de la fusée Starship, mesurant environ 50 mètres de hauteur, soit plus grande que la Statue de la Liberté. Il n'a pas de bouclier thermique ni de volet aérodynamique.
car il n'a jamais besoin de rentrer dans l'atmosphère terrestre. Au lieu de cela, il utilise 24 propulseurs spécialisés pour les 100 derniers mètres de descente, spécifiquement conçus pour éviter de souffler la poussière lunaire avec ses moteurs Raptor principaux, et comme la cabine de l'équipage se trouve à environ 35 mètres au-dessus de la surface, un ascenseur externe est nécessaire pour faire descendre les astronautes au sol, le HIC. Chaque mission Starship HLS nécessite le lancement d'un dépôt de carburant en orbite, puis plus de 10 missions de ravitaillement pour le remplir environ tous les 6 jours. Personne n'a jamais démontré le ravitaillement orbital. Le propre inspecteur général de la NASA l'a qualifié de l'un des défis techniques les plus importants auxquels est confronté l'ensemble du programme. Sur 11 vols d'essai du Starship, jusqu'à présent, SpaceX a enregistré 6 succès et 5 échecs. La technologie fonctionne parfois. Elle doit fonctionner à chaque fois. Pendant ce temps, Blue Origin est entré en scène en mai 2023 avec un contrat de 3,4 milliards de dollars pour son atterrisseur Blue Moon Mark II. Et la philosophie de conception ne pourrait être plus différente. Le Blue Moon ne mesure que 6 mètres de hauteur, soit environ un tiers de la hauteur du Starship HLS. Au lieu d'un ascenseur imposant, il dispose d'une simple passerelle située à seulement 2 mètres du sol. Il utilise un moteur à hydrogène liquide avec une meilleure efficacité énergétique que le système au méthane de SpaceX et il peut soutenir 4 astronautes à la surface pendant 30 jours maximum, tout en transportant 20 tonnes de cargaison. L'équipe de Blue Origin comprend Lockheed Martin pour le transporteur cislunaire, Draper pour la navigation, Boeing pour les systèmes d'amarrage et Honeybee Robotics pour le déchargement de l'équipement. En vertu de la restructuration de février 2026, la NASA a pris une décision décisive. Quel que soit l'atterrisseur prêt en premier, il volera sur Artemis 4. Cela a transformé un calendrier de développement en une véritable course. Vous vous demandez peut-être pourquoi la NASA est si obsédée par un endroit précis sur la Lune. Ils n'ont pas choisi un emplacement au hasard. Le pôle sud lunaire a été sélectionné pour des raisons qui frisent la science-fiction. La Lune s'incline sur son axe d'à peine 5 degrés. C'est insignifiant comparé aux 5 degrés d'inclinaison de la Terre. Au pôle, cette légère inclinaison crée quelque chose d'extraordinaire. La lumière du Soleil ne se lève ni ne se couche comme à l'équateur. Au lieu de cela, elle tourne autour de l'horizon. Plusieurs sommets montagneux le long du bord du cratère Shackleton, un bassin d'impact de 20 et 1 km de large près du pôle sud, reçoivent la lumière du Soleil entre 90 et 94% de l'année. La plus longue période d'obscurité continue à ces sommets ne dure que 43 heures. Cela signifie une alimentation solaire quasi constante sans avoir à transporter d'énormes systèmes de batteries depuis la Terre. Mais juste à côté de ces sommets éclairés par le Soleil, littéralement à quelques kilomètres, se trouvent des cratères si profonds que la lumière du Soleil n'a jamais atteint leur fond, jamais, dans toute l'histoire de la Lune, vieille de 4-5 milliards d'années. Ces régions en permanence ombragées plongent à moins 250 degrés Celsius, plus froid que la surface de Pluton, et elles agissent comme des pièges froids cosmiques qui ont accumulé de la glace d'eau apportée par les comètes et les astéroïdes pendant des milliards d'années, créant une fine couche de givre. La mission L-Cross de la NASA a percuté une partie de fusée dans le cratère Cabeus en 2009 et a détecté des concentrations d'eau d'environ 5-6% en poids dans le nuage de débris. Des études radars ont identifié plus de 40 cratères en permanence sombre, contenant environ 600 millions de tonnes métriques de glace d'eau rien qu'au pôle Nord. Le total sur les deux pôles est presque certainement plus élevé. Cette eau change tout dans la manière de soutenir les humains dans l'espace. Vous pouvez la séparer par électrolyse en oxygène respirable et en hydrogène combustible. Une tonne d'eau produit environ 890 kg d'oxygène et 110 kg d'hydrogène. L'hydrogène liquide et l'oxygène ensemble constituent le propulseur chimique de fusée le plus énergétique que nous sachions utiliser. Fabriquer du carburant sur la Lune, au lieu de le lancer depuis la Terre, pourrait économiser entre 170 000 et 240 000 kg de masse au lancement pour chaque mission martienne. Sans eau locale, chaque gorgée qu'un astronaute boit et chaque respiration qu'il prend doivent être expédiées de la Terre à un coût qui fait monter les larmes aux yeux. Si vous trouvez cela intéressant, abonnez-vous. Nous couvrons l'exploration spatiale et la science chaque semaine, et l'histoire d'Artemis ne fait que commencer. Nous arrivons maintenant au plan de construction réel, et honnêtement, c'est la partie qui m'enthousiasme le plus. Le plan de la NASA, annoncé dans le cadre de leur initiative Ignition en mars 2026, divise la construction de la base en 3 phases. La phase 1 s'étend de 2028 à 2030 avec un budget d'environ 10 milliards de dollars. C'est la phase d'installation où des missions robotiques et habitées livrent des rovers, des instruments scientifiques, des systèmes d'alimentation et des équipements de communication à la surface du pôle sud.
Artemis 4 lancera cette phase avec le premier atterrissage habité, suivi d'Artemis 5 fin 2028, qui déploiera le véhicule de terrain lunaire. Ce programme de rover à lui seul représente jusqu'à 4-6 milliards de dollars. 3 équipes sont en compétition pour ce contrat, y compris des partenariats entre Intuitive Machines et Boeing, Lunar Outpost et Lockheed Martin avec GM, et une entreprise appelée Venturi Astrolab. La conception gagnante devra transporter 2 astronautes en combinaison, naviguer de manière autonome lorsque personne ne conduit, survivre aux nuits lunaires de 14 jours à moins 173 degrés Celsius et fonctionner pendant plusieurs années. La phase 2, de 2030 à 2032, introduit l'infrastructure qui transforme un site d'atterrissage en quelque chose qui ressemble à une colonie. Cela comprend le Lunar Cruiser de la JAXA et Toyota, un rover pressurisé permettant à 2 astronautes de voyager jusqu'à 30 jours sans combinaison spatiale, et le premier réacteur à fission nucléaire à la surface lunaire. La NASA a relevé son objectif de puissance en août 2025, passant de 40 kW à au moins 100 kW électriques en utilisant une technologie basée sur le micro-réacteur eVinci de Westinghouse. L'énergie nucléaire est essentielle car même les endroits les plus ensoleillés du pôle sud s'assombrissent occasionnellement et toute opération à l'intérieur de ces cratères en permanence ombragés nécessite une énergie qui ne dépend pas du soleil. La phase 3, de 2032 à 2035, livrera l'habitat de surface fondamental, une structure pressurisée supportant 4 astronautes pour des séjours d'1 mois, et une partie pourrait littéralement être imprimée en 3D à partir de la poussière lunaire. Une entreprise nommée Icon a reçu un contrat de 57,2 millions de dollars de la NASA pour le projet Olympus, qui utilise des lasers de haute puissance pour faire fondre le régolithe lunaire en un matériau de construction plus résistant que le béton. Ils conçoivent des systèmes pour imprimer des aires d'atterrissage, des boucliers anti-souffle, des routes et éventuellement des murs et des structures en utilisant uniquement le sol sous les pieds des astronautes. Et voici la partie qui relie tout cela à quelque chose d'encore plus grand. La NASA ne construit pas une base lunaire simplement parce que c'est cool, bien que ce le soit absolument. L'ensemble du programme lunaire est conçu comme une répétition générale pour Mars. Chaque technologie développée pour la Lune a un équivalent direct pour Mars. L'énergie de fission nucléaire qui maintient les lumières allumées pendant la nuit lunaire. Sur Mars, les tempêtes de poussière peuvent bloquer l'énergie solaire pendant des mois. L'extraction d'eau des cratères remplis de glace. Mars possède ses propres dépôts de glace souterraines qui pourraient être exploités selon les mêmes principes. La capacité de mission de 45 jours du rover pressurisé correspond aux séjours initiaux de 30 à 45 jours prévus pour les premières missions martiennes. Et l'habitat de surface fondamentale teste le blindage contre les radiations, le support de vie en circuit fermé et les opérations autonomes dans un lieu situé à 3 jours de la Terre, avant d'engager ces systèmes sur une planète qui est à 7 mois de distance. Le démonstrateur de propulsion nucléaire de la NASA, réutilisant le matériel du Gateway annulé, vise un vol d'essai vers Mars avant 2028. Si la propulsion nucléaire électrique fonctionne comme prévu, elle pourrait réduire le temps de transit vers Mars de 7 mois à 3 ou 4 mois, réduisant considérablement l'exposition aux radiations et les fournitures que les équipages doivent transporter. Une analyse indépendante situe le départ habité le plus réaliste vers Mars en 2037, avec des fenêtres de lancement s'ouvrant tous les 26 mois. La Lune, en d'autres termes, n'est pas la destination. C'est le terrain d'essai. Et tout ce qui se passera au pôle Sud au cours de la prochaine décennie déterminera si Mars est une fantaisie ou une échéance. Maintenant, je mentirais si je disais que tout cela est garanti de se produire dans les délais. Le programme Artemis a déjà consommé plus de 93 milliards de dollars jusqu'en 2025 et chaque lancement du SLS coûte 1 milliard de dollars. Le ravitaillement orbital de SpaceX n'a jamais été démontré. L'examen critique de la conception de Blue Origin a été retardé de 19 mois. Les nouvelles combinaisons spatiales d'Axiom Space pourraient dépasser les limites de masse. Et les partenaires internationaux qui ont investi des milliards dans le matériel du Gateway sont naturellement frustrés, l'Agence spatiale européenne déclarant qu'elle construira ses modules Gateway indépendamment du pivot de la NASA. Ensuite, il y a la Chine. Elle vise son propre atterrissage lunaire habité d'ici 2030 et une base permanente dans les années 2030, créant une dynamique géopolitique qui pourrait soit soutenir le financement d'Artemis, soit pousser la NASA à prendre des raccourcis pour rester en tête. Mais voici ce qui est indéniablement différent dans ce moment. Artemis 2 est en vol en ce moment même, prouvant que le vaisseau spatial Orion fonctionne avec des humains à bord. Le programme vient de subir sa restructuration la plus pragmatique de l'histoire, échangeant une architecture orbitale élégante contre un chemin direct vers la surface. 2 atterrisseurs commerciaux sont en cours de construction simultanément comme une protection contre l'échec. Et le premier atterrissage lunaire habité depuis plus d'un demi-siècle est réalistement à 18 à 24 mois.
La question n'est pas de savoir si les humains retourneront sur la Lune. Cela se produit déjà. La question est de savoir si nous pouvons y construire quelque chose de permanent, quelque chose qui survive au cycle budgétaire, aux changements politiques et aux revers techniques, et si ce quelque chose peut éventuellement nous transporter 225 millions de kilomètres plus loin, vers Mars. Si vous souhaitez suivre chaque étape de ce voyage, abonnez-vous et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.